Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. L'existence d'un plan de contingent militaire, Garden Plot, et des exercices similaires, Lantern Spike, ont été originellement révélés par le journaliste Ronald Ridenhour, qui résumait le projet dans un article Garden Plot and the New Action Army. Source Don Ridenhour, Garden Plot and the New Action Army, Counter Spy 1975. Le projet Rex 84 a été mentionné dans les audiences de l'affaire Iran-Contra en 1987. Source Ip Berlet, The Right-Wing Roots of Sheehan Secret Team Theory. Archive dans Right Who's Left Archive 1990 à 1999. Le Miami Herald écrit à cette occasion, le 5 juillet 1987, le lieutenant-colonel Oliver North et l'Agence fédérale des situations d'urgence FEMA ont élaboré un plan d'urgence prévoyant la suspension de la Constitution imposant la loi martiale et autorisant les commandements militaires à prendre la tête de l'État et des gouvernements locaux et à détenir les dissidents et les réfugiés centra-américains lors d'une crise nationale. Source David Torin, The President's Emergency War Powers and the Erosion of Civil Liberties in Pincon's Vineland. Archive dans Oklahoma City University Law Review 24 numéro 3 1999 note 117. Les faits concernant le projet Rex 84 et d'autres plans d'urgence planifiant les exercices de préparation et les menaces potentielles qu'elles posent aux libertés civiles si elles sont mises en application dans une opération réelle sont prises au sérieux par des universitaires et les défenseurs des libertés publiques. Source Diana Reynolds, The Rise of the National Security State, FEMA and the NSC, archive, sur le site publiceye.org, consulté le 29 novembre 2009. Et autres sources, Chip Berlet, The Right-Wing Roots of Sheehan Secret Team Theory, archive, dans Right Who's Left, archive, 1990 à 1999. Des exercices similaires au projet Rex 84 arrivent régulièrement. Source Diana Reynolds, The Rise of the National Security State, FEMA and the NSC, Archive Covert Action Information Bulletin, numéro 33, printemps 1990. Des plans pour rassembler un grand nombre de personnes aux États-Unis en temps de crise ont été élaborés pendant des périodes d'accroissement de la répression politique, comme le Palmer Raids et le macartisme. Par exemple, de 1967 à 1971, le FBI a tenu une liste de plus de 100 000 personnes à détenir comme subversifs, faisant double emploi avec la liste ADEX source. Frank Donner, The Age of Surveillance, The Aims and Methods of America's Political Intelligence System, édition Alfred Knopf, New York 1980, page 166. Cette liste contenait de nombreux leaders syndicaux, des universitaires et des figures publiques de l'époque. En 2008, pour la première fois, une unité militaire d'active a été dédiée par l'État à l'endiguement des troubles civils. Elle a été assignée au Nordcom, une autorité établie en 2002 pour commander et contrôler les efforts de défense du territoire fédéral et coordonner les moyens de défense des autorités civiles. Source Gina Cavallaro, Gina, Brigade Homeland Tours Start, 1er octobre, Army Times, en ligne archive, le 8 septembre 2008. Nous avons souvent entendu parler des camps FEMA. Beaucoup se sont inquiétés qu'il y ait les mêmes camps en France. Au vu des internements abusifs dans les hôpitaux psychiatriques, nous pouvons considérer qu'utiliser sa liberté d'expression peut conduire à une condamnation dans le pays des droits de l'homme. Procès de Nuremberg. Le 24 juin 1945, la délégation française arrive à Londres. Elle est composée du juge Robert Falco et du professeur André Gros, membre de la commission des crimes de guerre des Nations Unies.
Le 25 juin, c'est la délégation soviétique qui se présente. Le général Iona Nikishenko, connu pour son rôle dans dans les procès truqués de Moscou, et le professeur Aaron Nomowitch Trenin, DE. Ces deux délégations sont en désaccord avec la position anglo-américaine. Ni les Français ni les Soviétiques n'acceptent que les notions de complot et de crime contre la paix soient au cœur du procès. Leurs deux pays ayant été gravement touchés par les crimes de guerre, ces délégations pensent que c'est cette notion qui doit être au centre du procès. Pour le professeur Gros, une guerre d'agression n'est pas un crime par nature. C'est la manière criminelle de la mener qui met les Allemands sur le banc des accusés. Source. Weir Viorka, page 30 à 31. De plus, la procédure est remise en cause par les soviétiques qui veulent également que le procès se tienne dans leur zone d'occupation à Berlin-Est et non à Nuremberg dans la zone d'occupation américaine comme le proposent les autres délégations. Néanmoins, après la conférence de Potsdam, Staline se range à l'avis des Alliés. Le complot fera partie des chefs d'accusation. Le procès aura lieu à Nuremberg, ville symbole du nazisme. Le siège permanent du tribunal est cependant fixé à Berlin. L'accord de Londres signé le 8 août 1945 définit l'ensemble des règles du tribunal. Source. Weir Viorka, page 32. Les crimes contre la paix sont la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent. Cette définition précise par la suite que tous les accusés, sans exception, ont participé à un complot destiné à commettre des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les auteurs exposent ainsi la notion de crime contre la paix et la notion de complot. Tous les accusés seront inculpés de complot, presque tous de crimes contre la paix. C'est une grande nouveauté. La guerre, considérée jusque-là comme la prérogative d'un État souverain, peut désormais être considérée comme un crime en droit international. Source. Oui, Viorka, page 69. La définition des crimes de guerre n'a pas changé depuis le début du XXe siècle. Il s'agit de violations des lois et coutumes de guerre, dont l'assassinat et les mauvais traitements des populations civiles ou des prisonniers militaires, déportation des populations civiles, l'exécution d'otages, le pillage de biens, la dévastation et la destruction de villes ou villages sans motif, etc. Toutefois, les Alliés ne poursuivent que les crimes commis sur les personnes se trouvant sous le pouvoir des nazis et non ceux commis lors d'affrontements directs entre belligérants ou de bombardements d'objectifs non militaires. Source. Éric David, l'actualité juridique de Nuremberg, collectif, 1988, pages 96 à 98. La définition des crimes contre l'humanité n'a été retenue qu'après un examen de 15 versions différentes. La version adoptée comprend dans cette notion l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain, commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ou ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Source. Viorka, page 35 à 36. Cette définition est partiellement nouvelle. Si la notion l'est, la définition peut s'appuyer sur le traité de Sèvres ainsi que sur les principes généraux du droit interne et du droit international. Source. Éric David, l'actualité juridique de Nuremberg, collectif, 1988, page 162. La loi Guizot du 13 juillet 1990 qui introduit en droit français le délit de contestation de crimes contre l'humanité, article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse, se fonde sur cette définition. Cette notion est limitée dans le temps. Les crimes antérieurs, au début de la guerre et postérieurs au 8 mai 1945, ne révèlent pas de la compétence du tribunal, à moins qu'il y ait un lien avec le complot. Comme lors de l'Anschluss, ainsi les persécutions des Juifs avant 1939 sur le territoire allemand, notamment, ne sont poursuivies qu'en les considérant comme des mesures militaires destinées à atteindre les objectifs de guerre.
C'est le point de vue anglo-saxon qui est retenu dans cette définition opposée à l'idée d'André Gros qui aurait souhaité faire des persécutions un crime indépendant. Jackson et Maxwell Fife ne sont pas disposés à juger ces mesures affaires internes de l'Allemagne à Nuremberg autrement qu'en les reliant au complot. Source Wiviorka, page 35 à 36. Si les Britanniques et les Américains proposent la ville de Nuremberg pour y tenir le procès, c'est avant tout parce qu'elle dispose des infrastructures nécessaires. Une bonne partie de la cité est devenue un champ de ruines après les bombardements en 1945 et les durs combats pour la prise de la ville. Elle possède encore quelques bâtiments utilisables. Le palais de justice et la prison reliés par un tunnel, l'hôtel de ville et le grand hôtel, le symbolisme du lieu où étaient proclamées les lois antisémites de 1935 et où ont eu lieu les rassemblements du parti nazi n'est pas à l'origine du choix, mais s'il y a sans doute pu renforcer celui-ci. Source Wiviorka, page 46. L'armée américaine rétablit l'électricité, le téléphone, l'eau, la circulation des tramways. Chaque puissance représente dans les accords de Londres comme un juge et un juge suppléant. Pour les États-Unis, Francis Bidle, John Parker suppléant. Pour la France, professeur Henri Donnedieu de Vabre, Robert Falco suppléant. Pour le Royaume-Uni, Geoffrey Lawrence, Norman Birkett suppléant. Pour l'URSS, major général Yona T. Nikishenko, lieutenant-colonel A.F. Volkov, suppléant. Si les soviétiques sont les seuls à revendiquer des titres militaires, Lawrence, en tant que représentant au Royaume-Uni de la justice du roi, est le deuxième personnage du royaume. Falco a représenté la France lors des négociations qui ont abouti au statut. Source Wiviorka, page 49 à 50. Mais il est écarté du rôle du juge titulaire par De Gaulle, qui préfère Donnedieu de Vabre. Si ce dernier a enseigné le droit pénal, il a passé la guerre en France en continuant à publier et enseigner sous le régime de Vichy. Les soviétiques se sont, qui plus est, opposés à sa nomination en raison d'une potentielle proximité avec certains accusés. Source Samuel Blumenfeld. Göring l'humilie durant cet interrogatoire. Les souvenirs d'Yves Begeder, 96 ans, ultime survivant du procès des nazis à Nuremberg, Le Monde.fr, 22 novembre 2020. Le procès est mené en suivant la procédure des pays de common law, c'est-à-dire qu'elle est accusatoire. Il se déroule comme suit. Lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation. Chaque accusé doit déclarer s'il plaide coupable ou non coupable. L'accusation expose son point de vue. Le tribunal demande à l'accusation et à la défense quels sont leurs moyens de preuve. Les témoins de l'accusation sont interrogés, puis ceux de la défense. Les juges peuvent poser n'importe quelle question à tout moment. Accusation et défense peuvent interroger librement témoins et accusés. La défense expose ses moyens avant l'accusation. Les accusés peuvent faire une déclaration. Le tribunal prononce le jugement et statue sur la culpabilité et la peine de chaque accusé. Source Varro, 1993, pages 49 à 50. Le premier procès de Nuremberg qui s'est déroulé du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 concernait 24 des principaux responsables du Troisième Reich. Les États-Unis lancent à la suite 12 procès touchant des professions ou corps particuliers. D'abord le procès des médecins, dit aussi second procès de Nuremberg, puis celui des juges. Les médecins étaient en effet la profession la plus nazifiée d'Allemagne. Plus de 50% des médecins sont alors membres du parti nazi, dans l'ASA ou dans l'ASS. Source Yves Ternon, Les médecins nazis, les cahiers de la Shoah, numéro 9, 2007, page 15 à 60. Les autres procès concerneront des hommes politiques, des militaires, des industriels et des diplomates. Précédemment, nous avons abordé l'un des procès de Nuremberg, celui d'I.G. Farben. Maintenant, nous allons aborder celui des médecins nazis. La préparation du procès des médecins débute avant la fin du procès. Des dignitaires nazis. Dès la libération des camps de concentration, des équipes de médecins, juristes et agents de renseignement recherchent documents et témoignages sur l'expérimentation médicale nazie réalisée dans ces camps. Ce travail d'instruction est coordonné par le colonel Clio Strecht, établissant une liste de 140 médecins et scientifiques impliqués dans ces expériences. Source
Bruno Alioua, 2017, page 57 à 60. Les autorités alliées se lancent à leur recherche et plusieurs responsables se suicident, soit avant leur capture comme Ernst Robert Grawitz, soit avant leur procès comme Ewin Ding Schuller. D'autres ont pris la fuite comme Joseph Mengele ou étaient morts ou avaient été tués comme Sigmund Rascher. Quelques médecins sont interpellés à leur domicile ou sur leur lieu d'exercice comme Siegfried Ruf, arrêté en octobre 1945 alors qu'il travaillait pour le compte de l'armée de l'air américaine. Source Bruno Alioua, 2017, page 57 à 60. Le procès des médecins, Medical Case ou Doctor's Trial, décembre 1946, août 1947, concerne des médecins et fonctionnaires de l'État nazi accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il s'est tenu devant le tribunal militaire américain, TMA, à Nuremberg, agissant dans le cadre de dispositions internationales dans la zone d'occupation américaine en Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le procès s'ouvre le 9 décembre 1946, quelques semaines après la fin du premier procès de Nuremberg qui avait jugé les principaux dignitaires du régime nazi devant un tribunal militaire international TMI. Sur les 23 accusés, 20 sont médecins et 3 des fonctionnaires non médecins. Ils sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation, conspiration, crime de guerre, crime contre l'humanité, appartenance à une organisation criminelle, en espèces l'ASS. Le procès concerne finalement 23 accusés, dont 20 médecins. Il n'y a qu'une seule femme, Hertha Oberhauser. Ils sont âgés de 35 à 62 ans. Tous ont adhéré au parti nazi, sauf 4, Schröder, Schaffer, Ruf et Pokorny. Une douzaine en étaient déjà membres en 1933. 10 sont membres des SS. Et sur les 20 médecins, 16 sont des militaires et 4 des civils. Tous plaident non coupables. Source Bruno Alioua, 2017, page 60 à 64. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.